Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Nous allons philosopher un peu à l'heure bleue sur le sujet La mémoire, une torture, que j'ai déjà abordé pour partie la semaine dernière avec vous, en introduisant à ce sujet et en commençant un premier axe d'analyse. Après une introduction consacrée au personnage de Primo Levi, qui toute sa vie a essayé de lutter contre l'oubli en écrivant des textes sur la Shoah, mais qui, toute sa vie également, a subi les affres de cette mémoire torturante, nous avions dégagé une problématique. Est-ce que la mémoire est une torture ou est-ce qu'elle est paradoxalement ce qui pourrait mettre fin à une torture plus grande, celle de l'oubli organisé, et notamment de l'oubli organisé par le régime nazi si l'on se réfère encore à cet exemple de Primo Levi. Est-ce qu'il faut oublier? Est-ce qu'il faut cultiver l'oubli? Est-ce que nous n'allons pas être confrontés à un retour inéluctable de ce qu'on appelle le refoulé? Et comment la torture mémorielle pourrait-elle être le lieu d'un apaisement? Un premier axe, aborder cette dimension torturante de la mémoire en abordant notamment le caractère extrêmement puissant de nos remords et de notre mauvaise conscience lorsque nous avons mal fait, ce qui était illustré notamment par la culpabilité de Macbeth et son incapacité à trouver le sommeil. Cependant, nous ne sommes pas tous travaillés par ce degré de culpabilité-là, et pour autant, nous pouvons avoir le sentiment que notre mémoire nous assaille. C'est notamment le cas lorsque nous ruminons, nous ressassons un passé malheureux. Cette manière de réactiver le souvenir peut être considérée comme une torture. Je l'avais illustré notamment en travaillant sur la notion de vengeance et de vendetta, en particulier dans le théâtre d'Eschyle. Alors je m'étais posé cette question, est-ce que le recours à des souvenirs plus heureux serait une solution? Mais l'idée que ce passé, même heureux, puisse être irrévocablement perdu est insupportable. Nous allons aborder aujourd'hui la question particulière d'une mémoire dont nous n'avons pas parlé pour l'instant et qui est la mémoire inconsciente. La mémoire inconsciente, comme son nom l'indique, est une mémoire très archaïque en nous. Elle est là, elle couve en quelque sorte sous la surface, mais elle n'en est pas moins agissante. Elle agit sur notre corps, sur notre psychisme, de façon très insistante, très lancinante. Elle est notamment responsable de symptômes dont le caractère surgissant, le caractère inopiné est particulièrement douloureux pour celui qui le subit. Le souvenir traumatique a été abordé notamment par le psychanalyste Sigmund Freud, et en particulier, il dit de l'inconscient, dans un ouvrage de 1937 intitulé « Construction dans l'analyse », qu'il est essentiellement constitué de souvenirs enfouis. Je vous donne une citation de cet auteur. « L'essentiel est entièrement conservé. Même ce qui paraît complètement oublié subsiste encore, de quelque façon. » Autrement dit, on le voit, Freud nous suggère que l'oubli est plus mythique qu'autre chose. Il y a dans la mémoire un enregistrement quasi systématique, mais cet enregistrement ne reste pas en surface, raison pour laquelle nous avons le sentiment d'un oubli. L'oubli, en quelque sorte, n'est qu'une illusion dans la mesure où l'essentiel, comme il le suggère, est entièrement conservé. La question, c'est de savoir comment avoir accès à cette part. Elle est comme la part immergée d'un iceberg, dont la mémoire consciente serait la partie émergée. Difficile donc d'accéder à ce qui apparaît comme une part inconnue pour nous. Comment faire retour vers ces souvenirs-là? La question finalement ne se poserait pas s'ils n'étaient pas eux-mêmes en capacité de faire retour malgré nous, et notamment en nous assaillant de maux, de symptômes, d'angoisse. Ce qu'on appelle donc un retour du refoulé est vécu comme une torture. Je voudrais l'illustrer en mobilisant le texte d'une journaliste, Flavie Flament, qui est un texte autobiographique paru en 2016 et intitulé « La consolation ». Dans cet ouvrage, cette journaliste évoque un épisode dramatique de son enfance, puisque, à 13 ans, elle a subi le viol répété d'un célèbre photographe, David Hamilton, et raconte comment, peu à peu, des flashs visuels ont envahi sa conscience, sans qu'elle sache bien sûr où ils s'originaient. Elle évoque notamment
des images comme un ciel très bleu, un balcon dont elle dit que le sol était poisseux, une serviette éponge de couleur verte. Ces images obsédaient sa conscience, et lorsqu'elles surgissaient, c'était toujours mêlé à un malaise profond, à des angoisses, parfois jusqu'à l'évanouissement, à la syncope. Pendant des années, ces mots n'ont pas trouvé d'explication, en tout cas pas par la médecine traditionnelle. Faute de trouver donc une solution, elle décide d'entamer une psychanalyse. Et durant ce travail, elle va se trouver confrontée à une photo d'elle, à 13 ans, prise précisément par son violeur. À ce moment-là, va commencer en quelque sorte la remontée en surface de ses souvenirs enfouis. Elle va les redécouvrir, elle va les comprendre, elle va comprendre l'image du ciel bleu, c'était ce qu'elle voyait, lorsqu'elle était violée sur un balcon et qu'on lui tendait, après ce geste odieux, une serviette éponge verte pour qu'elle aille nettoyer cet outrage. Petit à petit, les pièces de ce puzzle incompréhensible se sont mises en place. Elle a mieux compris son histoire et elle a pu opérer petit à petit ce que Boris Cyrulnik appelle résilience, empruntant cette notion à John Bowlby. Boris Cyrulnik a consacré de très nombreux ouvrages à la question de la mémoire. Un premier intitulé Mémoire de singe et paroles d'homme. Il a ensuite consacré de nombreux travaux à cette question de la résilience. Un ouvrage intitulé Je me souviens, ainsi qu'un ouvrage coécrit avec l'historien Denis Péchanski qui s'intitule Mémoire et traumatisme. Qu'est-ce qu'une mémoire traumatique ? Une mémoire traumatique, c'est une mémoire qui n'est plus saine. Et une mémoire saine, c'est une mémoire qui est capable d'évolution. Autrement dit, de variation. De se fixer sur de nouveaux objets. Si par exemple je raconte ma vie à 20 ans, je ne vais pas forcément la raconter de la même manière à 45. C'est-à-dire que ma mémoire va changer, elle va évoluer selon les âges. Je ne vais pas raconter toujours la même chose. Même si je raconte le même souvenir, je ne vais pas le raconter de la même façon. Autrement dit, la mémoire, elle est vivante, tributaire de contextes, de vécus différents qui orientent la mémorisation d'un même événement dans d'autres directions. À l'opposé, la mémoire traumatique, c'est une mémoire qui est scindée, qui est déchirée. Et on le voit notamment à travers le cas de Flavie Flament, puisqu'il y a en effet ces flashs qui la perturbent jusqu'à la syncope, et puis la mémoire habituelle qui fonctionne d'autre part. Mais elle sent un décalage entre les deux, et pendant très longtemps, et elle le dit notamment dans son ouvrage La Consolation, elle a eu un ressenti que quelque chose ne tournait pas rond, qu'il y avait quelque chose en elle, mais elle ne savait pas l'identifier. Par exemple, elle évoque, et c'est assez touchant, cette incapacité qu'elle avait à trouver du bonheur, à trouver des situations heureuses. Elle regardait le bonheur des autres d'un œil très extérieur. La fixation des 3 images dont je vous ai parlé, de ces 3 flashs, est caractéristique de la mémoire traumatique. Il faut, explique Boris Cyrulnik, distinguer le trauma et le traumatisme, distinction qu'il emprunte à Anna Freud. En effet, le trauma, c'est l'événement lui-même. Avoir assisté, par exemple, pour les soldats en Afghanistan, à la mort, à l'horreur. Mais il y a le traumatisme, et le traumatisme, c'est la représentation que j'en ai après coup. La mémoire est donc traumatique, car elle redouble une douleur déjà éprouvée. Il y a eu le trauma, il y aura le traumatisme. Revenons à ce qu'est la mémoire traumatique. Cyrulnik nous explique que, après le trauma lui-même qui nous a laissé KO debout, il est impossible au cerveau humain de traiter correctement l'information. Elle n'appartient pas en quelque sorte au repère du sujet. Ça n'entrait pas dans son ordre de représentation, ça n'entrait pas dans son monde. L'individu n'était pas préparé à ce qu'il vient de subir. Ce coup va engendrer des répercussions quasi irréparables sur la mémoire. En effet, le sujet ne peut plus mémoriser de la même façon qu'il l'a toujours fait. Par exemple, il est plus difficile pour lui d'acquérir de nouvelles informations. Il peut en acquérir sur des sujets complètement connexes à ce qui lui est arrivé, mais sur le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire son trauma, il en est incapable. Il ne peut, au fond, que ressasser, repenser le passé,
voir l'image traumatisante à chaque instant, ou la voir réapparaître, comme c'était le cas de Flavie Flament, de manière non volontaire, et cela peut être obsédant, cela peut envahir le sujet à tout instant, la nuit, le jour. La mémoire n'évolue plus, elle s'est absolument fixée sur ce fait, et on en est prisonnier. Boris Cyrulnik évoque la façon dont les policiers, par exemple, ont constaté, lors de dépôts de plaintes pour violence, pour agression, qu'il y avait de mémoire, donc bien une mémoire fracturée. Une première mémoire qui est extrêmement fixe. En effet, le sujet, qui va raconter ce qui s'est passé, a des images très très claires, peut-être du visage de son agresseur, de sa voix, de quelques détails. Mais il aura peut-être d'autre part oublié tout le reste. À quelle heure cela s'est passé, dans quel lieu, il y a un décalage avec quelque chose de beaucoup plus flou. Et c'est bien la preuve que la mémoire ici a été en quelque sorte fracturée. Si donc, comme nous venons de le démontrer, la mémoire est bien une torture, quelle solution pour sortir de cette extrême douleur ? C'est ce que nous aborderons dans un deuxième axe d'analyse. Je proposerai d'abord de commencer par cette idée que, quelle que soit la réalité que nous fuyons, qu'elle soit un passé insupportable, traumatique, un souvenir douloureux, ou même un passé heureux mais irrévocable, l'oubli pourrait sembler une solution à nos maux. Pour cela, il faudrait se détourner donc, oublier ce qui nous torture, se détourner de ce qui nous torture, du supplice du souvenir. C'est quelque chose qui a pu être abordé par le philosophe Blaise Pascal dans un ouvrage intitulé Les Pensées et publié à titre posthume en 1670. Il y aborde notamment le thème du divertissement, qui est, d'après lui, l'art de détourner son esprit des tracas. Pour nous modernes, ce pourrait être par exemple décider d'oublier une journée qui n'a pas été terrible en allant boire un coup, danser au concert, en faisant une heure de sport, bref, tout ce qui pourrait, au moins pour un temps, nous détourner de ce qui dans la mémoire nous torture. Il y a, d'après Pascal, une capacité du sujet à se détourner, c'est-à-dire à fuir une part de lui-même, et ce détournement, il l'appelle divertissement, prenant ce terme au sens le plus littéral qui soit, puisque divertissement vient de di verteor, littéralement, se tourner, de se détourner. Lorsque je me divertis, eh bien, je suis dans une technique de fuite, j'essaye d'échapper à quelque chose, en m'en détournant, en lui tournant le dos. Il évoque deux exemples intéressants. Le premier, c'est la danse. En effet, dit-il, lorsque nous dansons, eh bien, nous n'avons plus que l'esprit accaparé par la chorégraphie ou par les pas de danse, si bien que pour le temps de la danse, nous avons à peu près tout oublié du reste. Je le cite, « La danse, il faut bien penser où l'on mettra ses pieds. » À travers cette petite formule, tout est dit. En effet, si nous pensons où mettre nos pieds, nous ne penserons plus à rien d'autre. C'est ce qu'on appelle la concentration, et cette concentration, vous le voyez, a un effet bénéfique parce qu'elle nous permet de fuir quelque chose qui pourrait nous détourner du présent. En étant concentrés sur ce que nous avons à faire, eh bien la mémoire, qui est aussi en quelque sorte une vacation de l'âme, une vacance de l'âme, eh bien cette mémoire ne peut pas nous détourner à nouveau de ce que nous faisons. On oppose un détournement à un autre en quelque sorte. Il évoque un deuxième exemple, qui est l'exemple de la chasse. En effet, pendant la chasse, je ne pense qu'à ma proie. Voici ce qu'il écrit à ce sujet. D'où vient que cet homme qui a perdu son fils unique depuis peu de mois, et qui est accablé de procès, de querelles et de tant d'affaires importantes, qui le rendaient tantôt si chagrin, n'y pense plus à présent. Ne vous en étonnez pas, il est tout occupé, à savoir par où passera ce sanglier que ses chiens poursuivent. Il n'en faut pas davantage pour chasser tant de pensées tristes. Pascal ici joue sur les mots, puisque c'est par la chasse que nous allons chasser nos pensées tristes. Pour échapper à nos soucis, nous nous en créons en quelque sorte de nouveaux. La vie est dure,
si bien que nous avons le désir d'ignorer pour un temps les misères, la mort, la souffrance, et le divertissement, vous le voyez, participe de cette technique de fuite. Il interroge, bien sûr, le moderne, le contemporain que nous sommes, puisque nous vivons dans une société du divertissement. Cette société qui, finalement, on le constate, se noie dans le divertissement, craint plus que tout l'acte mémoriel, ce qui explique peut-être qu'elle s'oriente vers le jeunisme, vers le futur, vers le transhumanisme, c'est-à-dire se détourne de ce qui l'a fait véritablement souffrir, à savoir le passé. Le fond du problème, d'après Blaise Pascal, c'est de devoir se confronter à quelque chose qui pour nous est insupportable, à savoir le souvenir du tragique de notre condition. Dans une sorte d'aveuglement volontaire qui consiste à s'oublier soi-même un temps, à se fondre dans le bruit ou dans l'activité pour éviter d'avoir à penser à soi, ce que nous ne voulons absolument ne jamais penser, c'est la réalité, et la réalité, c'est la réalité tragique de notre condition. Il faut ne pas se remémorer ce que nous sommes. Il faut le fuir coûte que coûte, pour faire cesser la torture, ne serait-ce que lors du temps de répit, du divertissement. Or précisément, et je pense que vous mesurez la difficulté de cette proposition, un divertissement, cela ne dure qu'un temps. Autrement dit, dès lors que le divertissement aura cessé, que la chasse du roi sera terminée, que le cerf traqué aura été abattu, reviendront sans doute, dans une sorte là encore de retour du refoulé, tout ce que nous avons essayé de comprimer, de rejeter de notre souvenir. Le souvenir refoulé s'exprimera alors dans des angoisses, dans des symptômes corporels ou dans nos rêves. Bref, on ne se débarrasse pas à si bon compte de ces souvenirs. Mais ce retour du refoulé, ce retour mémoriel, le soir après le divertissement, nous rappelle peut-être à quelque chose qu'il faudrait prendre en considération. C'est que la mémoire fait retour. Autrement dit, nous ne pouvons pas faire sans elle. Peut-être ne devons-nous pas faire sans elle. Alors j'envisagerai un deuxième point dans ce deuxième moment de réflexion. Si nous ne pouvons pas faire sans elle, si le divertissement n'est pas la solution à nos soucis, ne pourrait-on voir dans la mémoire ce qui pourrait offrir, en tant que tel, le moyen d'échapper à sa dimension torturante? Autrement dit, il n'y aurait pas une, mais deux mémoires, une mémoire qui nous torturerait et une mémoire plus capable de nous soulager de nos maux. C'est une proposition qui peut être en effet défendue parce que lorsque nous nous remémorons notre passé, il n'est pas fait que de la prise de conscience de notre finitude et de choses douloureuses. Le passé remémoré peut, à bien des égards, sembler un paradis vert, notamment si on le compare à un présent qui n'est pas terrible. On pourrait vouloir se réfugier dans le souvenir heureux. Je m'appuierai pour développer ce point sur un auteur qui n'est pas très connu, qui est un petit peu oublié, qui est Hippolyte Taine, T-A-I-N-E. Je m'appuierai notamment sur son texte intitulé « De l'intelligence ». Dans cet ouvrage paru en 1870, Hippolyte Taine va opposer la perception du présent, la sensation du présent, à la mémoire du passé, au souvenir du passé. Il nous propose de faire une petite expérience, de sortir de chez nous, de regarder un paysage. Lui-même le fait. Il observe le paysage parisien vers 5 heures du soir. Et il décrit les couleurs, il nous invite à en faire autant. Les couleurs, dit-il, sont ardentes ce soir. Le ciel est rougi, les formes sont rayées et déchiquetées. On pense qu'il évoque ici les arbres. En tout cas, tout est net, tout est distinct et identifiable. Et puis l'heure avance. Et peu à peu, la lumière décline, les formes se floutent. Une demi-heure après, écrit-il, tout s'éteignait. Et donc, on est passé par l'heure bleue et puis on est maintenant dans la nuit et nous ne pouvons que nous remémorer le spectacle que nous avons vu il y a à peu près 1 heure. Avec la disparition de la lumière, les formes s'étaient d'abord rendues de plus en plus indiscernables
à travers des couleurs moins lumineuses. Il évoque notamment des fumées roussâtres, une couleur vague, une vapeur bleuâtre. Et puis petit à petit, les formes disparaissent. Je le cite encore, se noie la rondeur des ponts et les arêtes des toits. Les choses, écrit-il, tout à l'heure saillantes, n'étaient plus que des esquisses ébauchées sur du papier terne. Il y a une première dégradation, on le voit, dans la disparition de la lumière franche. À l'heure bleue, comme je l'ai suggéré dans mon cours d'introduction, tout bleuit et les choses sont moins évidentes à cerner. En revanche, lorsque la nuit est enfin tombée, nous n'avons que le recours du souvenir pour faire apparaître ce que nous avons observé. Et là, nous assistons à ce qu'il appelle le grand effacement ou l'effacement universel. Voici ce qu'il écrit à ce sujet. C'était hier que j'ai eu ce spectacle, et aujourd'hui, à mesure que j'écris, je le revois faiblement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'abord eu l'effacement universel de la nuit, et puis il s'est mis à sa table en essayant de restituer par le biais de l'écriture quelque chose de sa journée d'hier. Et quand il y pense, avant d'écrire, quand il essaie de se remémorer cette journée, elle apparaît plus faible. Je le revois faiblement, écrit-il. Cet affaiblissement s'explique parce que la sensation n'est plus vécue, elle est représentée. La représentation mentale est pensée par Taine comme un affaiblissement relativement à l'expérience première. Un souvenir, c'est une mise à distance. Le contact avec le présent est rompu. Si bien que notre mémoire pourrait produire non pas une résurrection de ce qui a été, mais, dit-il, une demi-résurrection. Il parle également de demi-vision, et à propos de l'expérience qui lui reste, il nous dit qu'il ne reste qu'un écho, qu'un simulacre, qu'un fantôme. Autrement dit, la mémoire, si elle est en bonne santé, puisque nous avons bien noté dans le paragraphe précédent qu'une mémoire traumatique ne fonctionne pas de cette façon. Mais lorsque la mémoire est en bonne santé, qu'elle ne se fixe pas sur une image de manière définitive, donc lorsqu'elle est capable, on l'a vu, d'évolution, eh bien elle évolue dans le sens d'un affaiblissement, c'est-à-dire qu'on a d'abord un souvenir immédiat qui est très fidèle, une heure après c'est déjà un petit peu différent, le jour d'après il y a déjà eu une belle transformation, une sorte de perte en quelque sorte, transformation de la donnée première. Et c'est d'ailleurs pour cela souvent qu'on conseille aux gens qui voudraient retenir leurs rêves de les noter tout de suite, parce qu'après, eh bien, le temps va faire son œuvre. Autrement dit, on comprend ici que la mémoire est pensée non pas comme torturante, mais comme potentielle solution à une autre torture, à une torture qui serait celle du présent. Autrement dit, ce n'est pas le passé qui nous torture, c'est le présent qui est difficile. Si bien que la mémoire apparaît en quelque sorte comme le lieu, le refuge, le lieu d'un épanouissement ou le lieu d'un adoucissement de quelque chose qui dans le présent est extrêmement dur à vivre. Pascal, que nous avons mobilisé tout à l'heure, aborde cet aspect dans les pensées, notamment en traitant de la question du présent qui, d'après lui, est extrêmement douloureux. Lorsqu'il nous disait que nous fondions dans le divertissement, c'était précisément parce qu'il était très difficile également, non pas simplement de se confronter à sa finitude, à la nécessité de mourir un jour, mais aussi à un présent. En effet, dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, il apparaissait que l'homme n'avait pas simplement perdu son fils, il était accablé dans le présent de soucis, de difficultés. Il était notamment en procès. Autrement dit, on comprend que la mémoire puisse être maintenant un refuge bienheureux, celui des paradis verts de l'enfance. Lorsque nous nous souvenons, c'est aussi agréable parce que ça nous fait fuir le réel du présent. Notons cependant que s'il s'agit pour nous de fuir le présent trop douloureux, nous pourrions le faire autant en nous réfugiant dans le passé que dans l'avenir. Au fond, c'est le présent en tant que présent que nous fuyons ici. Pascal, dans les pensées, dit « Le présent d'ordinaire nous blesse. Nous le cachons à notre vue. » Pourquoi ce présent est-il si blessant? Je pense que nous pourrions rappeler que si le présent est blessant, c'est d'abord qu'il est présent
c'est-à-dire en présence. C'est le temps qui est là. Et parce qu'il est juste là devant nous, qu'il est là au moment où nous parlons, où nous agissons, il n'y a aucune distance entre nous et l'instant présent. Si le présent nous blesse, c'est parce que nous le vivons précisément dans l'instant. Or, l'avantage de l'avenir ou du passé, c'est que eux sont à distance. Sur l'un, nous n'avons plus de prise, mais nous pouvons nous le remémorer. Sur l'autre, nous n'avons pas encore de prise, puisque nous n'avons de prise que sur le présent, mais nous pouvons l'anticiper ou l'imaginer. Ainsi, le présent, c'est ce qui nous met face à la contrainte, à la douleur, donc à une forme de torture si nous reprenons le libellé de notre sujet, puisque les sensations que nous y vivons ne sont jamais aussi intenses que dans le présent, comme nous l'a suggéré Hippolyte Taine. L'image du passé est plus douce, celle de l'avenir de même, puisqu'ils sont tous deux à distance. Et parce qu'ils sont à distance, ils sont sans doute aussi l'objet d'une idéalisation. Je puis par exemple me représenter un avenir merveilleux, et je puis aussi me représenter le passé en le recomposant. C'est ainsi que par exemple, l'enfance nous paraîtra auréolée de bonheur, ce qu'elle n'a pas forcément été. C'est ainsi également que les origines sont toujours mythifiées dans une vision idéale de l'âge d'or, du paradis terrestre, d'où la souffrance, la mort et le travail étaient absents. Notre intérêt pour le passé et pour le futur repose donc sur une sorte de méconnaissance de l'un comme de l'autre. Nous regardons le futur avec les yeux de l'espoir, nous regardons le passé avec ceux de la nostalgie, bref, dans un aveuglement le plus complet. Mais peu importe cette illusion, à partir du moment où elle est efficace, nous pourrions faire l'autruche pour ne pas voir le présent, nous pourrions demander des jeux et du cirque, du divertissement, pour ne pas voir l'horreur, nous pourrions fuir nos souvenirs les plus douloureux en nous remémorant les plus heureux, notre odieux présent de serf en nous imaginant un présent merveilleux. Autrement dit, nous pourrions nous armer de l'impuissance de la mémoire pour affronter la puissance du présent. Nous pourrions nous armer de sa capacité de mise à distance, donc d'idéalisation, pour vivre dans l'illusion d'un bonheur passé heureux et nous détourner d'un présent malheureux. Cependant, et je pense que vous le mesurez, c'est difficile d'adhérer à cette proposition qui pose deux problèmes essentiels. D'abord, elle a produit une illusion de bonheur, parce qu'elle ne nous restitue pas le passé tel quel, elle en restitue l'image affaiblie, et d'autre part, elle dévalue le présent, dont l'intensité est associée à la souffrance, là où nous pourrions l'associer à quelque chose de bien plus positif, comme la jouissance. À ce stade de notre réflexion, nous avons déjà distingué deux aspects de la mémoire. Une mémoire volontaire, mais peu puissante, qui a ce mérite d'atténuer les douleurs du présent, et une mémoire involontaire, envahissante, capable de nous faire souffrir au plus haut point, comme l'est notamment la mémoire traumatique. Comment sortir de cette impasse ? Peut-on envisager qu'une mémoire involontaire puisse être le lieu d'une jouissance immense ? C'est ce que nous aborderons la fois prochaine. Je vous remercie de votre écoute. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner ou à en parler autour de vous. Je vous dis à très bientôt sur Athénée Noctua pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.